clairement, finance et climat, un gros sujet dont on entend souvent parler. Voilà. Ces messieurs vont nous dire ce qu'il en est. Hop. Comme vous voulez, on est un peu séparés pour geste barrière, surtout si vous voulez enlever le masque. Voilà, donc je vais rapidement présenter mes invités, en fait, qui correspondent aux différents profils des acteurs du monde de la finance. Je vais commencer peut-être par celui qui est d'une institution qui, quelque part, régule l'ensemble du système financier, la Banque de France. Donc Stéphane Latouche, directeur régional de la Banque de France, qui, je dirais, est un habitué d'Act for Climate. Et il a participé déjà à l'Act for Climate que nous avions fait en 2019 à l'occasion de la précédente COP. Donc merci à lui d'être de nouveau présent pour nous donner l'actualité concernant le climat et la Banque de France. Thierry Merchiol, que ceux qui sont ici connaissent bien, c'est un résident qui est d'un côté dirigeant de la structure d'incubation Nubo et qui est en même temps directeur d'un dispositif concernant le financement obligataire. Donc plutôt quelqu'un qui traite du sujet du haut de bilan, comme on dit, des interventions des investisseurs, qui va pouvoir nous éclairer. Cédric Elves, qui représente la BPI France et qui est en particulier en charge des sujets concernant justement climat, énergie, tous ces sujets dont Anne parlait un peu tout à l'heure. Et enfin, Sébastien Berthelier, qui est responsable du développement du groupe Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, si je ne me trompe pas, membre du directoire. Vous le savez, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées est un des partenaires d'Act for Climate, donc je le remercie d'être là. Et donc lui, quelque part, a la charge de nous présenter un peu ce qu'il en est de la position des banques et de nos interlocuteurs, je dirais, classiques et habituels dans les entreprises. Alors, peut-être un premier mot, vous pouvez prendre le micro, Stéphane, de la Banque de France et de l'impact de ces questions du climat sur la politique, la stratégie, les orientations de la Banque de France. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous. Sur ce thème du verdissement du système financier, c'est l'angle sous lequel je voulais dire deux mots. Bon, effectivement, la Banque de France en tant que banque centrale au sein de la Banque centrale européenne, je rappelle, c'est un système fédéral auquel nous sommes 19 États à participer. Le verdissement du système financier, c'est un sujet essentiel et un enjeu majeur de transformation de notre écosystème. Alors pourquoi les banques centrales s'intéressent à ce sujet? Essentiellement parce que, vous l'imaginez, cette transition climatique et cet enjeu climatique est porteur de risques. Et c'est sous l'angle du risque que nous intervenons. Des risques de deux ordres principaux, évidemment des risques physiques très directs, des risques d'image, des risques juridiques. Il y a d'ores et déjà un certain nombre d'industries qui s'interrogent sur leur mode de financement à court, à moyen et à long terme. Si on veut aller aux extrêmes, c'est clair que l'industrie du charbon peut légitimement se poser de sérieuses questions. Trouveront-ils des financements demain pour continuer leur développement au sein du système financier, je dirais, privé et concurrentiel? Et puis évidemment des risques de transition, ça a été évoqué juste avant dans la présentation. Alors, deux, trois choses à évoquer sur ce qui a été fait. Je ne veux pas être trop long. D'abord, vous dire que la Banque de France a pris une initiative, c'est déjà un peu ancien, c'était en 2017, de constituer un réseau mondial. On a démarré à 8. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine de banques centrales, dont les importants. Banques centrales et superviseurs du système financier, dont les Chinois, dont les Américains, et évidemment, vous en doutez bien, il était absolument essentiel d'embarquer ces très grands pays. Donc ça s'appelle NGFS pour
Network for Greening the Financial System, donc le réseau pour verdir le système financier. Nous en assurons le secrétariat, ce qui donne évidemment à la Banque de France un rôle assez clé pour faciliter les échanges, et l'objectif étant bien évidemment d'arriver un petit peu à l'image de ce qui a été fait en matière de supervision bancaire. Vous avez peut-être entendu parler de Bâle, mais d'arriver pareil à un corpus d'orientation, de règles qui seraient des bonnes pratiques en matière de verdissement du système financier. Alors il y a un certain nombre de recommandations qui ont été émises d'ores et déjà. Les travaux se poursuivent. Il y a un très gros travail d'analyse dans un premier temps à faire sur d'abord qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert, qu'est-ce qu'un financement vert, qu'est-ce qui n'est pas vert. C'est extrêmement compliqué, ce qu'on appelle la taxonomie. Donc ça, c'est un gros travail qui est déjà en train d'être mené. Alors, ce que je voulais évoquer, c'est ces trois niveaux, et sans être trop long. La Banque de France, ce qu'on peut faire au niveau national, l'autorité, au titre de la supervision du système financier et au titre de la BCE. La Banque de France, tout d'abord. Alors, nous avons adopté un nouveau plan stratégique, et il est très vert, ce plan stratégique. En échangeant tout à l'heure avec Sébastien, je disais, nous avons fixé une ambition qui est assez forte quand on connaît l'ancienneté de notre patrimoine immobilier, c'est d'avoir la neutralité carbone d'ici 2030. Bon, ça, c'est notre gestion interne, et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais une de nos activités Banque de France, c'est que nous sommes une agence de notation. Toutes les entreprises qui travaillent, qui opèrent en France, qu'elles soient d'ailleurs à capitaux français ou étrangers, font l'objet d'une notation Banque de France, qui est une appréciation de leur capacité à faire face à leurs engagements. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que nous sommes partis du constat que cette transition climatique porteuse de risques, le risque climatique, aura un jour ou l'autre, s'il se matérialise, une traduction en risque financier. Une entreprise qui serait extrêmement polluante ou extrêmement peu vertueuse sur le plan climatique, on peut penser qu'elle a un profil de risque plus dégradé, et nous devons l'intégrer dans la notation. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons écrit très officiellement dans notre plan d'entreprise. C'est une des 30 actions. Intégrer la dimension climatique dans la notation des entreprises à horizon 2024, puisque notre plan couvre la période 2021-2024. Alors, l'objectif est louable, je pense. Il est extrêmement ambitieux parce que notre matière première, c'est la documentation financière des entreprises, le bilan, le compte de résultat, les annexes. Et il n'y a rien, ou quasiment rien, qui puisse vous permettre d'apprécier si une entreprise est vertueuse. Donc, nous avons toute une méthode qualitative, extra-comptable, à développer pour positionner chaque entreprise dans une échelle, on va dire, de qualité climatique. C'est un point très important. Ça, c'est pour la Banque de France, un effort en interne, et puis un effort extrêmement important au titre de la politique de notation. Bon, il y a différentes autres actions que nous avons menées. Sachez-le, la Banque de France gère pour le compte de l'État et de la Nation les réserves françaises. Et là aussi, nous avons adopté une charte d'investissement responsable. Donc je peux vous dire que d'ores et déjà, les réserves de la France, on parle quand même de 160 milliards d'euros, donc c'est pas tout à fait négligeable, ne seront pas investies dans l'économie carbonée dans les prochaines années. Et nous avons adopté cette charte d'investissement responsable. Donc voilà, ça c'est pour la partie Banque de France. Je viens au deuxième niveau de la présentation sur l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, qui régule et supervise les 1200 institutions financières qui opèrent en France. Là aussi, il y a une action assez résolue pour verdir la supervision et pour être un peu servir d'aiguillon au système financier, même s'il n'en a pas besoin, on a parlé tout à l'heure, de servir d'aiguillon à ce verdissement. Alors la première étape, c'est de faire des stress tests, des tests de résistance en français, et nous avons fait un test de résistance climatique récemment portant sur les 9 principaux groupes bancaires français. Ça représente 85% du système bancaire français. Les 15 principaux groupes d'assurance, ça représente 75%
Globalement, la conclusion de ce stress test, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est que nous avons un système financier français qui a une exposition modérée au risque climatique. Modérée pourquoi ? Parce qu'il est essentiellement sur le financement de l'économie française, et l'économie française ne pèse que 2% des émissions mondiales de CO2. Donc ça fait que mécaniquement, le système bancaire français, le système d'assurance, sans être pas exposé, il est exposé, mais cette exposition est très modérée. Par ailleurs, le système bancaire français et le système d'assurance est peu exposé sur les secteurs qu'on peut qualifier à risque. L'économie de la houille ou du charbon, par exemple, mais il l'est par contre sur le nucléaire, et là, alors ça peut lancer des débats, mais on est sur une économie non carbonée. En fait, ce que l'on a relevé à l'occasion de ce stress test, c'est plutôt côté assurance, où il y aura probablement un travail important à mener, parce qu'il ressort de notre analyse que les risques en matière d'assurance sont mal appréhendés. À la fois les risques de dommages directs du fait des catastrophes qui se multiplient, hélas, dans la période récente, et puis les risques liés à la transition énergétique. Et donc ça, c'est un message fort que nous avons passé au monde de l'assurance. Réévaluer vos risques dans une perspective de moyen terme, cela paraît tout à fait important. Troisième niveau, c'est la BCE, et j'en terminerai peut-être là-dessus. Christine Lagarde, la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne, a engagé dès son arrivée une grande revue stratégique de la politique monétaire. Vous savez que c'est le cœur de mission de la Banque centrale européenne. Et je rappelle encore une fois que nous n'avons pas transféré cette conduite de la politique monétaire, mais que nous la co-exerçons à 19 avec un principe un pays, une voix. Cette revue stratégique s'est conclu par, on garde notre objectif d'inflation à 2%, mais il y a des ambitions extrêmement fortes pour verdir la politique monétaire. Alors, sans entrer dans un débat technique, qu'est-ce que ça veut dire, verdir la politique monétaire ? Ça veut dire 3 choses principales. D'abord, analyser, faire beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses sur l'exposition du système financier au risque climatique, soit en risque direct, soit en risque de transition. Et donc ça, c'est un gros travail qui est à conduire. 2, nous conduirons régulièrement des stress tests, j'en ai parlé. Et 3, ce sont les opérations que mène la Banque centrale qui vont être rapidement verdies. Et là, ça recouvre 3 types d'opérations. D'abord, les achats de titres, vous le savez peut-être, mais la Banque centrale européenne intervient aujourd'hui extrêmement massivement sur les marchés. Ça fait surtout souvent la une de la presse économique. Le bilan de la Banque centrale européenne, je ne vais pas dire les chiffres parce que ça donne le vertige, on est en milliers de milliards. Donc cette masse de titres qu'a acheté la Banque centrale européenne et à travers elle la Banque de France, nous souhaitons le verdir en achat direct sur le marché secondaire. Le deuxième point, c'est les garanties. Lorsqu'une banque, la BNP, la Caisse d'épargne, n'importe laquelle, vient au guichet de la Banque centrale européenne et en pratique en France au guichet de la Banque de France pour se refinancer, nous demandons à cette Caisse d'épargne ou à cette BNP de nous donner en garantie des titres. Ces titres, nous allons exiger qu'ils soient verts, si l'on peut dire, qu'ils soient vertueux. Et puis la troisième dimension, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les opérations que nous menons pour compte propre sur les réserves de ces banques centrales. Au niveau européen, ça représente des masses tout à fait considérables, et là aussi, on veut verdir. Donc voilà, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais je voulais souligner ce qu'il faut retenir, je crois. Le risque climatique, c'est un risque financier au bout lorsqu'il se dénoue. Donc, les banques centrales et les superviseurs s'intéressent résolument à cette transition climatique. Nous agissons au niveau de la Banque de France sur les opérations pour compte propre. Nous agissons au niveau de la supervision financière. Nous agissons au niveau européen. Et j'ai envie de dire, nous avons la chance d'avoir pris cette initiative, Banque de France, d'être le coordinateur de l'ensemble des banques centrales et superviseurs au niveau mondial en matière de transition climatique. Merci. Merci, Monsieur Latouche. Peut-être réaction déjà au niveau de la banque, du représentant du système bancaire. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Non, dans ce contexte-là, ce qu'on peut effectivement confirmer, c'est que c'est le sujet du moment dans les banques, que ce soit de grandes banques de financement international ou que ce soit comme nous des banques régionales. C'est vraiment le sujet à 2 titres, ça a été évoqué.
Nous, en tant qu'entreprise, puisqu'on cherche aussi à être vertueux en tant qu'entreprise, on cherche aussi ça a été dit tout à l'heure, on cherche aussi à faire nos bilans carbone, à réduire nos empreintes carbone. Donc ça, c'est une première chose. Pour aussi être quelque part crédible vis-à-vis de nos clients. On se voyait mal aller proposer des choses à nos clients et discuter de ces sujets-là si nous-mêmes, on ne s'impose pas d'être vertueux sur le sujet. Sur l'aspect client, c'est vrai que nous, en caisse d'épargne, on adresse l'ensemble des types de clientèle, hein, le particulier, le professionnel, l'entreprise, les bailleurs sociaux, les professionnels de l'immobilier, les associations. Et je dirais qu'il n'y a pas une typologie de clientèle dont ce n'est pas le sujet du moment. Je vais parler de ce que je connais un petit peu mieux, à savoir le marché entreprise. Je discute avec beaucoup de dirigeants d'entreprises dans la région. C'est vraiment leur sujet. C'est comment faire. Voilà. Donc, dans le comment faire, il y a un besoin et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de partenaires, de prestataires qui proposent des solutions pour accompagner globalement une entreprise. Nous aussi, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi différentes offres bancaires. Voilà, que ce soit en matière de mobilité, sur le financement automobile, sur les financements immobiliers. Nous, pour nos clients bailleurs sociaux et professionnels de l'immobilier, on a mis en place le prêt à impact positif. Donc en gros, il y a une rétrocession de marge en fonction du respect de certains critères environnementaux ou sociaux. Donc si l'entreprise est vertueuse et respecte ces critères-là qui sont certifiés par un tiers, le coût du crédit diminue. Voilà. Donc très concrètement, on commence à développer et à mettre en place différentes offres. Et sur le marché des particuliers, c'est un vrai travail qui est fait au niveau de l'accompagnement des particuliers sur la rénovation énergétique. On a investi typiquement dans quelques sociétés sur le sujet, Cosenergie, ILEC, pour ne pas les citer. Donc c'est vraiment le sujet. C'est pas que mon étiquette caisse d'épargne, mais très sincèrement, c'est l'ensemble du système financier, l'ensemble des banquiers qui sont sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que il y a 3-4 ans, il y avait une dimension de communication dans ces sujets-là. On va pas se mentir, ce qu'on appelle le greenwashing. Voilà, on communique parce que c'est le bon ton. Franchement, on n'en est plus là. On est vraiment dans des choses très 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 concrètes. Et c'est pas un moyen, j'insiste là-dessus aussi, c'est pas un moyen de vendre plus cher. Si ça pouvait être le cas au départ, parce qu'il y avait de la conception, de l'ingénierie, etc. Aujourd'hui, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on passe vraiment c'est la base. Donc c'est le même prix. Et demain, ce sera le moins cher. Et le plus cher sera le non-green. Et donc c'est ce vers quoi il faut que l'ensemble du système travaille. Mais pour moi, le mouvement, il est clairement engagé. Et je dirais même, et ça c'est une analyse tout à fait personnelle, qui s'accélère vraiment en ce moment. Alors est-ce que c'est la crise Covid? Probablement, comme sur beaucoup de sujets, ça a accéléré des tendances de fond qui étaient déjà là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une accélération de cette dimension-là. Il y a une demande des clients qui est extrêmement forte. Et dernier point, il y a aussi une demande des collaborateurs. Aujourd'hui, on a des collaborateurs, et c'est tant mieux, qui demandent de trouver du sens dans ce qu'ils font. Donc c'est aussi un sujet de recrutement. Moi, je crois que des entreprises aujourd'hui qui n'arrivent pas à traiter ces sujets-là ou à trouver leur raison d'être vont probablement, surtout dans le contexte actuel sur les tensions sur le marché du travail, avoir des vraies difficultés à recruter des jeunes. Parce que, et ils ont bien raison, c'est un vrai sujet de préoccupation pour eux. Tout à fait. Il y a quelques jeunes ici, des étudiants qui sans doute pourraient confirmer. Pour ce qui est de ce que disait M. Latouche au niveau de l'information, jusqu'à présent dont vous disposez pour analyser les risques banques, les bilans, les comptes sociaux, M. Latouche rappelait à juste titre que ces sujets sont hors bilan. C'est l'extra-financier. Comment vous traitez, comment vous voyez ce sujet-là ? Donc effectivement, il y a un vrai sujet de taxonomie, de normer tout ça. Il y a quand même des informations qui sont publiées. Si on en prend notre cas à nous, il y a un rapport annuel, donc il y a les commissaires aux comptes qui regardent. Donc ça, c'est pour la partie banque en tant que telle. Et là, chez les clients, ce qu'on essaye de faire, c'est de mieux connaître leurs préoccupations sur ce sujet-là. Donc typiquement, dans un processus d'octroi de crédit, on est en train de mettre en place des grilles d'analyse. Et notre métier traditionnel, c'était d'analyser du risque de crédit. Ça devient également d'analyser du risque climatique. Et donc, très concrètement, dans chaque dossier de crédit, maintenant, on a implémenté une grille d'analyse
Est-ce que le client est labellisé? Si oui, par quel label? Quels sont ses projets autour de ça? Quels sont son bilan carbone? Quelle sont sa trajectoire carbone? Donc on en est, il faut être progressif évidemment dans tout ça. C'est un élément d'analyse complémentaire, mais qui progressivement prend de plus en plus de place dans la décision d'octroi et qui va en prendre de plus en plus. Voilà. Maintenant, et ça a été dit aussi, on a encore, alors voilà, il y a des, ce qui est à peu près simple à appréhender dans la nature de nos financements, c'est tout ce qui est fossile. Voilà, donc ça, il y a des ambitions très claires d'arrêter de financer ça. Donc ça, il n'y a pas vraiment de sujet. Après, il y a tout l'indirect. Et donc, c'est ce travail-là qui reste à faire, d'estimer l'empreinte carbone de tous ces financements qui sont faits. Voilà, de façon indirecte. Et ça, c'est un vrai travail. Et c'est pas simple. Merci, Monsieur Bertelier. Peut-être pour l'intervention de Cédric Alves au niveau de BPI France, justement, toujours pareil dans ce contexte, quelle est la place que prend BPI France? Comment ça vient compléter, renforcer tout ce qui se passe par ailleurs? Bonjour à tous et merci Thierry pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour parler donc du climat et de la transition. C'est un gros sujet chez nous, comme chez tous nos partenaires bancaires. Pour faire un petit rappel, BPI France, donc la banque publique d'investissement, nous sommes détenus à 50% par l'État et à 50% par la Caisse des dépôts et consignations. Nous sommes en charge d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises dans leur croissance, aux côtés des partenaires financiers qui sont tous présents autour de cette table aujourd'hui. Plus récemment, nous avons eu à gérer, toujours avec tous nos partenaires, une petite crise. La crise Covid, qui nous a un petit peu ralenti, notamment dans la mise en place de la Banque du Climat, qui a été lancée fin 2020, sur la base au final des accords de Paris et du Green Deal, qui prévoit la neutralité carbone de la France à 2050. Et tout ça, ça passe bien entendu par la transition des entreprises. Donc BPI France, qu'est-ce qu'on fait? On garantit les financements des entrepreneurs qui sont faits par les banques. Ça, c'est notre mission de service public. Nous accompagnons les entreprises au travers de missions de conseil et ou d'accélérateurs, dont certains dispositifs sont mis en place avec la région Occitanie. Et nous finançons les entreprises, au final, dans tous les aspects de leur croissance, y compris la transition énergétique et écologique. Quels sont les enjeux? Il y en a 3. Le premier, c'est de mettre en transition les entreprises qui n'y étaient pas, pour qu'elles montent dans le wagon, et bien entendu, d'accélérer pour celles qui y étaient déjà. Le deuxième point, c'est d'être un acteur majeur du financement des énergies renouvelables en France, aux côtés toujours des partenaires bancaires. Et troisièmement, de faire émerger des green tech, donc ce sont des entreprises, des startups qui demain finalement inventeront les solutions pour aller encore plus vite dans la transition énergétique et écologique. Une fois que ça c'est dit, c'est du temps long. C'est du temps long dans le sens où ça suppose de faire du porte-à-porte, d'aller voir les entrepreneurs, de leur en parler, puisqu'ils ont géré la crise Covid et ça leur a pris un peu de temps, ça nous en a pris aussi. Maintenant, place à la relance, et la relance doit être verte. Pour la faire, cette relance, les outils qui sont à notre disposition, il y en a plusieurs, et ils sont assez complets et complexes. Complexes de par la taxonomie européenne dont on parlait tout à l'heure, puisqu'au final, pour éviter tout phénomène de greenwashing, tout ce qui a trait au financement de la transition est contrôlé dans le sens où on doit pouvoir justifier de la mise en place des critères de la taxonomie. En un, bien entendu, le financement de la transition. Comment? Via des financements aux côtés des partenaires bancaires, sur des durées longues et avec le plus souvent des taux bonifiés. L'idée ici, c'est d'être incitatif et non pas punitif. Donc ça, c'est pour vraiment le financement de la transition en tant que tel. Bien entendu, vous avez toujours le financement des investissements réguliers, des croissances externes, etc., que font tous les établissements bancaires. Et sous ces aspects-là, on se doit, dans notre analyse risque, crédit et environnemental,
de définir quels sont les enjeux de demain et d'accompagner les dirigeants dans cette action. Comment on les accompagne ? Nous nous sommes rapprochés de l'ADEME, qui est clairement une institution qui est incontournable sur le sujet de la transition, pour opérer un de leurs dispositifs que l'on a renommé, qui s'appelle le diagnostic Ecoflux, qui permet au final, via une mission de consulting d'une dizaine de jours en entreprise, de faire un point et de découvrir les leviers court terme et moyen terme qui nécessitent souvent des investissements, d'économie, que ce soit sur l'énergie, sur les flux ou sur les déchets. Ce sont des dispositifs qui sont subventionnés par l'ADEME et donc qui ont un coût qui est, j'ai envie de dire, minime, compte tenu de l'impact que ça peut avoir tant dans la transition que l'impact financier que cela peut générer. Puisqu'il ne faut pas oublier que la transition énergétique, aujourd'hui, n'est plus une contrainte, mais c'est une source d'opportunité, que ce soit pour lancer de nouveaux business, de nouvelles solutions, recruter de nouveaux talents qui sont attentifs, et je partage complètement le point de vue à ces enjeux, et surtout, au final, de pouvoir remporter de nouveaux marchés, voire même de pouvoir maintenir les marchés sur lesquels elles travaillent. Puisque demain, tous ces critères-là, là on parle de la finance, mais demain, les donneurs d'ordre intégreront ces critères de transition. Donc le diagnostic Ecoflux, nous venons de lancer il y a un mois un deuxième diagnostic qui va un petit peu plus loin. Je fais un clin d'œil à Anne qui est dans la salle, qui va notamment opérer une partie de ce dispositif, qui est le diagnostic décarbonation. C'est l'étape d'après. Au final, c'est l'étape où l'entreprise va jeter les bases du calcul de son empreinte carbone sur l'économie et en fait pouvoir suivre dans le temps l'évolution. Puisque le but, c'est de dire qu'il y a une base et après de l'améliorer. Donc voilà. Encore une fois, ce sont des dispositifs qui sont subventionnés par l'ADEME, qui permettent vraiment de mettre l'entreprise dans le sens de la marche. Voilà. Deux derniers points qui sont moins financiers mais qui sont tout autant importants. Vous voyez, j'ai un petit coq vert au niveau du cœur. C'est pas pour faire joli, c'est que vous connaissez peut-être la French Tech, vous connaissez peut-être la French Fab, plus récemment la French Touch pour toute la production réalisée en France. Nous avons lancé une communauté qui s'appelle la communauté du coq vert. Et d'ailleurs, je fais appel à toutes les bonnes volontés. Le but de cette communauté, c'est de regrouper toutes les entreprises qui rentrent en transition, qui ont envie d'appuyer sur ce sujet, au final, pour créer une communauté qui partage ses idées, qui permet d'échanger, parce que les entrepreneurs restent trop souvent seuls face à ces axes majeurs. C'est des axes stratégiques pour les entreprises. Et donc au final, cette communauté va vraiment permettre, donc elle a été lancée fin 2020, on est en train de la constituer. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit actif, comme peuvent l'être la French Tech, la French Fab, d'ici la fin de l'année. Et donc voilà, nous en tout cas, on porte le message dès qu'on va en entreprise voir les dirigeants. Et la dernière chose, c'est un dispositif qui a été, selon moi, pas assez mis en lumière, mais qui est très intéressant. Beaucoup de personnes connaissent le VIE, le volontariat international en entreprise, qui permet au final d'envoyer des jeunes à l'étranger pour faire des missions qui sont très souvent intéressantes et qui permettent de faire un bon tremplin dans des carrières. Nous avons lancé le VTE, qui est au final un petit peu la même chose, mais pour en fait faire venir les étudiants des grandes écoles, des grandes universités en PME, pour au final apporter du sang neuf et montrer que les PME, c'est bien, il n'y a pas que les grands groupes. Donc les VTE, et on a poussé le bouchon un petit peu plus loin. On a créé le VTE vert, qui au final est un volontariat territorial en entreprise, qui permet à un jeune de venir dans une PME, dans une ETI également, n'oublions pas les ETI, parce qu'entre les PME et les grands groupes, il y a les ETI qui sont un maillon très important de notre économie. Et ces jeunes, en fait, viennent aider
à mettre en place la politique de mise en transition de l'entreprise, de décarbonation sur l'intégralité des sujets, dans le cadre soit d'un CDD, soit d'un CDI, soit d'une alternance, pas de stage, et c'est subventionné. La subvention peut aller jusqu'à 8 000 euros pour l'entreprise, pour l'accompagner dans ce recrutement. Donc au final, on cumule l'insertion des jeunes, qui est un vrai sujet en ce moment avec la crise qui vient de se passer et les différents confinements. On cumule la mise en transition des entreprises et un aspect financier qui est intéressant pour les entreprises. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, c'est sans doute que le début de tout ce qui va être mis en place avec les différents ministères, avec les différents partenaires, puisqu'on voit bien que le Covid a été un accélérateur de tendance. Clairement, tout ce qui est digitalisation, transition énergétique et écologique étaient des enjeux, deviennent des enjeux stratégiques qu'il faut adresser dès aujourd'hui, parce que demain, il sera sans doute trop tard. Merci Cédric pour ce panorama complet là, de l'intervention de Bpifrance, y compris les nouveaux dispositifs. Et donc, last but not least, mon ami Thierry Mercol, peut-être pour réagir à tout ce qui a été dit, et puis ta double casquette finance et s'occuper de jeunes pousses, ces fameuses start-up nouvelles qui, je l'espère, interviennent aussi sur ces sujets. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Thierry ? Bonsoir. Je peux dire qu'effectivement, il y a une vraie tendance de fond et qui s'accélère. Hein. Vraiment, ça se voit. Alors, on peut prendre les deux côtés. On va commencer par les fonds d'investissement. Donc, vous savez que les fonds d'investissement, alors moi, je connais plutôt les fonds d'investissement en capital risque ou en private equity. Et donc, en fait, ils sont tous en train de se verdir. Alors, sachez que... Un accéléré, en plus. Hein. Oui, clairement. Ils sont en train de se verdir, mais malheureusement, pas pour des bonnes raisons. Voilà. On pourrait dire qu'ils vont suivre la tendance et de vouloir investir dans des sociétés à impact, ce qu'ils font d'ailleurs de plus en plus. On parle de fonds à impact. Mais ils le font parce que les retours sur investissement dans les boîtes à impact sont beaucoup plus importants, de l'ordre de 13 à 30% suivant les domaines, que dans des entreprises plus classiques. Donc en fait, ils le font parce qu'ils sont quand même drivés par un ROI. Et moi, j'appelle de mes voeux de passer de fonds d'investissement en fonds à impact à des fonds à mission. Où là, la mission, effectivement, c'est d'investir sur du long terme. Parce que la problématique des fonds de capital risque, c'est quand même du court terme, c'est 10 ans au maximum. Et d'ailleurs, il y a une grosse tendance aux États-Unis, puisque le fonds Sequoia Venture, par exemple, a annoncé qu'il allait ouvrir un fonds qui n'était pas clôturé, et donc qui avait le temps long. Et quand on dit le temps long, c'est 30, 20, 30, 40 ans. Et donc là, on est en train effectivement de changer de paradigme. Alors, côté des jeunes entreprises innovantes qu'on accompagne et qu'on finance chez Nubo, il y a une vraie tendance. Une tendance, effectivement, de prise en compte des impacts, de leurs impacts. Et aussi, comme vous le disiez, aussi sur le recrutement. Là, on sent, chez Nubo, on a une dizaine de sociétés numériques là, qui sont toutes en train de perdre des développeurs, voire même leur CTO. Et quand on interroge ces gens-là, on dit « Mais pourquoi tu t'en vas? Tu es dans une start-up, ça se passe plutôt bien, tu as des responsabilités. » Il dit « Oui, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. » Voilà. Donc on sent bien qu'il y a cet aspect-là. Donc comment on arrive finalement à motiver ces jeunes dirigeants à prendre en compte ça? Oui, j'ai oublié de vous dire que moi, chez Oxide, quand je fais mes due diligence, j'ai une due diligence RSE et je leur dis quels sont vos critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et toutes les boîtes de numérique calent. Il n'y en a aucune qui est capable de me le dire. Ah bon, malgré tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était pas là, mais sur le numérique, les efforts dans le numérique, on est encore loin du passage à l'acte ou la prise en compte vraiment. Ouais. Très loin, je suis obligé de les prendre par la main et de leur expliquer même sur quoi ils agissent, etc. Donc on part de très loin. Donc en fait, moi je suis parti sur une notion qui est encore peu utilisée en France, c'est la société à mission. Voilà, qui est liée qui a été sortie dans la loi Pacte de 2016, je crois. Et en fait, cette société à mission, elle permet, dans un premier temps, je dirais c'est un cap. Et puis après, il faut avoir les outils pour suivre ce cap. Et par exemple, avoir des certifications style B Corp. Et tout ça, ça donne un sens à l'entreprise, mais ça donne un sens aussi aux salariés, aux collaborateurs de l'entreprise. Parce que c'est pas parce que vous dites que vous êtes une société à impact que les salariés vont vous croire tout de suite. Alors que si vous êtes société... Vaut mieux d'ailleurs.
Oui. Il vaut mieux de ne pas juste se contenter du terme, c'est bon, je signe. Ouais. Exactement. Voilà. Et donc, si vous êtes société à mission, là, vous êtes effectivement, vous avez une mission avec des objectifs qui sont contrôlés par des tiers, que vous soyez certifié ou pas. Hein, il y a le comité de mission et il y a le certificateur qui va regarder si vous tenez bien les objectifs affichés. Et donc, ça, c'est important parce que pour les collaborateurs, on l'a vu, pour les partenaires aussi, de plus en plus. Hein. Sachez qu'une société à mission, comme je crois c'est Danone, qui était une société Bicorp, et aujourd'hui, si elle regarde ses partenaires et ses fournisseurs, et s'ils sont Bicorp, de facto, elle les prend sous son aile. Hein. Voilà. Et aussi, dans ces sociétés à mission, aujourd'hui, on voit de plus en plus de fonds à impact qui veulent financer des sociétés à mission. Donc c'est une tendance lourde qui est encore superficielle. En France, les sociétés à mission, je crois qu'il y en a moins de 200, ce qui est très très faible. Les sociétés Bicorp, certifiées Bicorp dans le monde, il y en a 4000. Il doit y en avoir 150 en France aussi. Donc vous voyez, on part de loin. Mais en tout cas, cette vague de fonds financière, elle est je pense sans fin. Et oui, je voulais vous dire aussi que les fonds d'investissement, chaque année, à peu près, lèvent à peu près 4% de plus que l'année précédente. Les fonds impact lèvent 8% de plus. Donc on sent bien que cette vague de fonds, elle va nous amener, on espère, vers des financements les plus pertinents possibles. Les plus verts possible. Justement, messieurs, vous, cette tendance des fonds à verdir ou à se lancer, même fonds à mission, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous, ce sont des interlocuteurs que vous regardez particulièrement dans les relations que vous pouvez avoir au niveau banque, au niveau de la Banque de France? Ou est-ce que tout ça, pour vous, c'est un peu encore l'écume, un peu l'agitation? C'est pas encore assez institutionnalisé pour que ça rentre vraiment dans vos propres process, dans les relations que vous pouvez avoir avec? Stéphane, peut-être. Oui, juste pour situer les enjeux. Moi, je me réjouis que les fonds s'intéressent de plus en plus. Je me réjouis de constater que le système financier est résolument dans cette transition. On a souvent, lorsqu'on lit notamment la presse, on attend que le système financier cesse de financer l'énergie carbonée. C'est une chose, mais c'est qu'un tout petit volet du sujet. L'immense enjeu, c'est de financer la transition de cette économie carbonée vers l'autre. Le GIEC estime qu'il faudrait, pour atteindre le 1,5 degré, et on sait à quel point il est ambitieux aujourd'hui, mobiliser plus de 800 milliards de dollars par an entre 2016 et 2050. 800 milliards de dollars par an, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau mondial, les fameuses obligations vertes, c'est environ 250 milliards par an. Donc vous voyez, l'enjeu que nous avons devant nous, c'est non seulement que le système financier cesse progressivement de financer l'économie carbonée, mais c'est aussi d'opérer une mobilisation de l'épargne tout à fait majeure pour qu'elle aille vers le financement de la transition climatique. Et là, c'est vrai que le système financier a un immense rôle à jouer, et le régulateur et le superviseur que je représente également. Voilà, je voulais juste situer cet enjeu. L'enjeu, c'est faire x3 de financement vers la transition écologique à demain. Hein. Voilà, Monsieur Bertelier, donc voilà, comment vous opérez par rapport à ces acteurs qui essaient de se mettre à la pointe, qui prétendent impact Alors, c'est vrai que c'est d'arrêter de financer certaines choses, mais c'est surtout de continuer ou d'accélérer à en financer d'autres. Les énergies renouvelables en font partie. Mais c'est vrai moi, j'ai beaucoup parlé de financement. Effectivement, comme le dit Stéphane, il y a un vrai sujet d'épargne. Nous, on collecte effectivement en tant que banque régionale beaucoup d'épargne, et la mission, c'est bien de les allouer sur des sujets qui soient des sujets décarbonés. Donc voilà, ça c'est une vraie mission. Pour moi, c'est en cours. C'est vrai qu'on a vu ça dans la presse, il y a encore des sujets autour, mais ça revient à ce qu'on dit, il faut normer les choses. Voilà, des fois, on appelle des fonds ISR, donc impact social. Socialement responsable. Oui. Voilà, qui ne le sont pas complètement. Donc bon, maintenant, c'est sûr que tout ça ne va pas se faire en un claquement de doigts.
On parlait de temps long, bien qu'il s'accélère très fortement. Donc effectivement, l'allocation de l'épargne là où elle doit aller, c'est un vrai sujet. Alors ça tombe bien, c'est aussi le rôle des banques d'allouer ça. Donc on est mobilisé sur ça. Il y a beaucoup d'offres. Vous le voyez, hein, même vous devez recevoir chez vous beaucoup de choses sur investissez votre épargne, sur différents types de supports. Voilà, comme j'allais dire tout mouvement de transformation, il y a un peu de brouillon au départ, hein, il y a un peu d'effervescence, et puis après les choses vont se remettre en ordre. En tout cas, la tendance de fond, elle est là. Enfin, moi, je crois. Hein. Ok. Je sais pas, Cédric, si t'as... Voilà. Ouais, moi je voulais rebondir, alors je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais BPI France a aussi une partie qui est BPI France Investissement, où on est l'un des investisseurs acteurs, majeurs en Europe. On investit ça va de la PME au grand groupe, on est notamment actionnaire de Stellantis, anciennement PSA. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est que BPI France a mené des revues de portefeuille sur toutes ses participations pour mener un processus de décarbonation des participations. Dans le sens où, non pas on va évincer tout ce qui n'est pas bon, mais on va avoir tendance à essayer de les mettre en transition et avoir un impact en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, pour mettre en transition l'entreprise. Ceci étant, nous sommes en France et les entreprises françaises, notamment le tissu de PME et de TI, a un niveau de fonds propres qui est clairement en dessous de ce que peuvent avoir nos confrères anglo-saxons notamment. C'est un vrai enjeu, c'est un enjeu de stabilité bilancielle qui est supervisé par la Banque de France. C'est un enjeu majeur pour avoir une stratégie à long terme d'ouvrir son capital pour pouvoir se développer et notamment se développer au cœur d'une transition énergétique, voire même de développer des solutions pour la transition. La vraie question, c'est de se dire, avoir de l'impact, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça devienne punitif et que ça prive les entreprises d'une ouverture de capital. Je ne parle pas forcément des startups qui sont à elles-mêmes en fait leur propre écosystème, et je pense que c'est quasiment natif, même si finalement pas tant que ça, je l'apprends aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que une partie de la finance, ça reste l'investissement en fonds propres. C'est important qu'on ait un regard vers, dans le prisme d'investissement qui est souvent du temps moyen terme, voire long terme. Un investisseur reste effectivement en moyenne 5 à 7 ans. Est-ce que pour avoir une politique de verdification de l'entreprise, on doit rester plus longtemps? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas freiner la levée de fonds dans les startups, ni l'ouverture du capital pour le développement et la consolidation notamment de certains secteurs. Je pense notamment au secteur du transport, qui est un secteur qui est en forte consolidation et qui nécessite des investissements massifs pour pouvoir verdir au final son business model, puisque nativement il est fort en impact carbone. Maintenant, tout ce qu'on consomme est transporté par camion et il n'y a pas de solution idéale à date pour remplacer les tracteurs routiers au diesel. Maintenant, la question, c'est, et c'est ce que font les confrères bancaires, c'est ce qu'on fait quand on va en entreprise. On fait un état du parc, on regarde si les camions sont aux dernières normes, s'il y a des investissements dans des camions au gaz, mais également si les donneurs d'ordre, donc les clients des transporteurs, ont des politiques, au final, de valoriser. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'investissement pour la transition coûte. Il y a un surcoût. Et ce surcoût, il a deux finalités. D'une, c'est le consommateur final qui le paye. Donc on parlait du juste prix tout à l'heure. Donc là, il y a des choix de consommateurs à faire. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que l'entreprise soit pénalisée économiquement par son investissement dans la transition. Donc pour ça, il y a deux choses. Il y a l'incitativité sur les taux, mais les taux sont extrêmement bas en ce moment, et encore plus avec les prêts à impact qui permettent effectivement des rétrocessions de marge. Qu'est-ce qui nous reste comme levier? La durée. Les durées sont assez normées sur les investissements. L'augmentation d'une durée peut créer une bulle, puisqu'au final, si on finance trop d'actifs sur des durées trop longues, on a un risque au final dans le bilan. La vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas financer sur un peu plus longtemps
les investissements qui sont verts et qui répondent à la taxonomie européenne. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vers ça qu'on travaille avec la Fédération bancaire française. Les financements dont je vous parlais tout à l'heure, là où avant on allait sur des durées de 7 ans, nous pouvons aller jusqu'à des durées de 10 ans. Bien entendu, 10 ans est un maximum. Mais ça ne veut pas dire qu'on finance tout sur 10 ans. Il faut se poser les bonnes questions. Et donc tout ça, ça suppose de mettre l'écosystème à jour, les experts comptables, les consultants, voilà. Justement, Thierry, après on va prendre les questions. Puis Stéphane doit bouger, doit aller sur Tarbes, donc on va le libérer. Si tu devais donner quelques indications, quelques conseils à des entreprises jeunes ou moins jeunes, toi qui es quand même sur enjeu climat par rapport au monde financier, il me raconte tout ça, qu'est-ce que je dois faire pour être en situation de passer pour quelqu'un d'intéressant pour eux, de montrer patte blanche? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, au niveau des marches, de faire pour tenter que tu... Alors déjà, moi, ce que je leur conseille, c'est d'avoir un business model qui soit rémunérateur, quel que soit leur business model, clairement, avant toute chose. Effectivement, de travailler vraiment l'impact et de prendre conscience de l'impact. Et encore une fois, je suis très étonné moi-même sur les entreprises du numérique qui n'ont pas une vraie conscience de leur impact. Et puis, je leur dirais aussi de prendre un statut d'entreprise à mission, parce que effectivement, ça va les entraîner vers cet objectif-là, de facto. Et finalement, c'est assez simple et à mettre en œuvre. Il suffit de changer 3 lignes dans ces statuts et de mettre en place un comité de mission. Voilà, c'est assez simple. Mais enfin, on pourra en reparler. D'ailleurs, on va en parler prochainement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-bas, par ici. Alors, je sais pas quelqu'un peut me faire passer les micros, ou je me lève moi-même. Voilà. Ou peut-être on vous entend, je ne sais pas. Là-bas, après Nicolas, hop, trop de micros, le micro. Allez, qui c'est qui avait des questions? Chilo. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai une société qui s'appelle Authentique. Donc, je vais parler d'une problématique sur la question du bâtiment et climat. Et je vais le faire aussi pour tous ceux qui sont porteurs de projets, qui ont des projets qui ont du sens. Parce que je vais faire construire un bâtiment juste à côté ici de 6500 m² pour 18 millions d'investissements. Je suis avec d'autres entreprises qui sont partenaires dans le projet. On va faire un projet exemplaire au niveau environnemental. Et le problème que l'on a dans le monde de la finance, et je pense que là, vous avez vraiment un cas d'école sur lequel réfléchir, c'est que si on veut faire un bâtiment exemplaire au niveau environnemental, ça va coûter plus cher qu'un bâtiment classique. Et que ce soit le monde de l'immobilier ou que ce soit le monde de la finance, on demande des rendements financiers importants. Les fonds d'investissement, c'est 10% de rendement sur une période de 7 à 8 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'avais décidé de faire un bâtiment classique, j'aurais bouclé mon tour de table. On lâchera rien parce qu'on va faire un bâtiment exemplaire. J'ai un peu de bouteille, j'avais une boîte d'informatique avant, j'ai levé des capitaux. Mais je pense que tous les porteurs de projets qui ont des projets qui ont du sens, si le monde de la finance et le monde de l'immobilier pour le bâtiment continuent avec des raisonnements financiers à rendement de 10%, ça ne marchera pas. Et comme aujourd'hui, c'est urgent, il faut vraiment changer de paradigme économique pour sauver la planète et sauver nos enfants, pour qu'ils aient une vie à peu près correcte. Moi, je dis qu'il faut vraiment faire beaucoup plus vite que ce que vous dites. Voilà. C'est une observation, pas vraiment une question, c'est ça? Tout à fait, mais je le dis parce que je pense qu'il y a des choses à trouver. Je pense qu'il faut faire un peu de brainstorming avec des porteurs de projets et peut-être sortir un petit peu de vos... Parce que je vais juste donner un détail. Aujourd'hui, l'immobilier et la finance ne résonnent que sur des surfaces physiques de bâtiments. C'est un bâtiment tertiaire, avec d'autres activités autour. Moi, c'est un projet qui est innovant, c'est du bon sens à l'état pur, c'est mutualiser des espaces et mutualiser des ressources pour les entreprises. C'est que du bon sens. Eh bien, le raisonnement du monde de la finance ne comprend pas ça. Il faut donc tricher. Bon, évidemment, il y a des astuces. Donc, je fais un raisonnement sur des surfaces au mètre carré, mais ça veut strictement rien dire parce que toutes les surfaces sont mutualisées. Ça, c'est un exemple. C'est juste pour dire qu'il faut que vous changiez votre manière de raisonner. Alors, je dis vous parce que
Vous êtes il y a différents acteurs autour de la table, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à retrouver, à modifier et peut-être sortir un petit peu des raisonnements classiques avec des structures qui permettent de faire d'innovation de bon sens et qui permettraient de régler les problèmes de levée de capitaux. Alors après, je vous rassure, en ce qui me concerne, je vais trouver des solutions. Patrick, à cause de toi, Stéphane Latouche nous quitte. Tu vois, voilà. Bravo, merci. Hein. Merci Stéphane, hein, une prochaine fois. Voilà. Désolé, il y a un rendez-vous. Voilà. Une autre question, enfin, je sais pas, ça appelle pas si vous voulez répondre peut-être. Oui, Non, mais enfin, on peut répondre. Franchement, on peut être que d'accord avec vous. Ce qu'on dit là, c'est que c'est un mouvement. On parle dans sa globalité de ce qu'on observe et de ce qui est fait. Maintenant, je partage complètement avec vous qu'on va trouver tout un tas de dossiers où c'est plus compliqué. Oui, aujourd'hui, quand on rentre dans cette démarche-là, quelque part un peu pour tout le monde, c'est un peu plus dur, c'est plus compliqué. Trouver les bonnes subventions, trouver les bons types de financement. Donc les bons interlocuteurs, parce que et peut-être les bons partenaires et les bons interlocuteurs aussi. C'est vrai. Maintenant, oui, il faut, et c'est bien ce mouvement qui est engagé, mais c'est ce qu'on dit, c'est que tout ça prend un petit peu de temps. Vous parlez des professionnels de l'immobilier, c'est vrai aussi qu'il y a un sujet. Il y a un sujet chez eux. Pour moi, on les connaît un petit peu parce qu'on en a pas mal qui sont clients. Ils sont dedans aussi. Maintenant, est-ce que ça va suffisamment vite ? Est-ce que ça va suffisamment vite chez tous au même niveau ? Peut-être que non. Donc voilà, ça va aussi dépendre effectivement de ceux avec qui vous travaillez. Mais franchement, oui. Enfin, j'imagine bien, j'imagine bien quand vous vous lancez dans un projet, il y a un côté un peu disruptif à faire des bâtiments qui soient très basse consommation ou innovants, ou que ce soit avec beaucoup se réfléchissent à l'argile, etc. Oui, ça va être plus cher. Donc oui, ça nécessite que tous les partenaires revoient leur prisme habituel. Faut pas oublier, c'est des années de culture financière qui sont là-dedans, derrière. Faut pas l'oublier. Donc oui, ça met du temps pour que tout le monde rentre dans ce mode-là. Oui, je pense qu'il faudra revoir certains paradigmes d'équation financière, c'est clair. Oui, il faudra peut-être s'attendre aussi à ce que certains prix augmentent, parce que on voit bien que c'est l'ensemble de certaines chaînes de production qui sont à repenser. Donc il y aura de l'investissement derrière, et je pense qu'à un moment, ça se répercutera d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est un sujet effectivement d'acceptation. Il y a de l'acceptation par le consommateur et il y a effectivement de l'acceptation par la planète financière que les exigences du passé doivent être adaptées. Je suis d'accord avec vous. Merci, Monsieur Bertelier. Une question à côté, oui. Vas-y. Oui, donc c'est dommage que Monsieur Latouche soit parti. Moi, je n'ai pas ressenti l'urgence du système financier, du monde financier. Je suis plutôt scientifique, donc les rapports de l'IPCC, je les connais plutôt bien. Et là, on ressent l'urgence, on ressent le besoin. On sait très bien que c'est dans cette décennie que ça se joue, que l'avenir de l'humanité se joue d'ici 2030. Et je n'ai pas ressenti que le monde de la finance soit à la hauteur. J'entends du temps moyen, du temps long, etc. Et donc ma question à vous, donc le panel, c'est est-ce que le monde de la finance peut être à la hauteur au niveau temporel peut accélérer de l'urgence climatique? Susceptible d'accélérer dans ces mutations, ça. Est-ce que vous pouvez alimenter la transition ou est-ce que vous êtes simplement observateur de ce qui se fait? C'est dur. Ils sont durs. Hein. Dur oui et non. Moi, j'aurais tendance à dire que, encore une fois, le Covid a accéléré la tendance et c'est une bonne chose. Je pense que tout le monde de la finance, du moins de la finance d'entreprise, s'y est mis. Je crois qu'également, la finance, même pour les particuliers, quand vous allez déposer de l'épargne, vous êtes en capacité de faire des choix en tant que consommateur et de pouvoir aussi être acteur de ce changement. Je crois qu'à un moment donné, c'est un ensemble, c'est l'effet colibri, hein. C'est chacun fait sa part. Moi, j'ai quand même le sentiment que depuis 2020, mais le mouvement de fond, certes, n'était pas assez rapide auparavant, mais tout s'accélère. Mais j'ai quand même l'impression, pour le vivre au quotidien, et j'ai surtout le sentiment que mon métier a changé en un an sur cet aspect-là, de vous dire que
c'est dans toutes les conversations, dans chaque rendez-vous, c'est dans chaque investissement. Mais il ne faut pas oublier que les investissements pour des entreprises, puisqu'on est sur la finance et le climat, ce sont des choix des chefs d'entreprise qui sont entérinés par une analyse financière et environnementale. Donc au final, c'est le choix de toute une chaîne de décisionnaires. Et donc, ça va du chef d'entreprise au consommateur final, et les partenaires financiers ne sont qu'un élément de la chaîne, mais un élément essentiel. Oui, qui devrait faciliter les choses, comme vous disiez tout à l'heure, hein, effectivement. Moi, je pense qu'on est passé de fonds d'investissement qui attendent un retour sur investissement de 10%, en tout cas en capital risque, c'est à peu près ça, 10%, à des fonds impact qui attendent un ROI de 15%. Donc c'est ça qui ne va pas, en fait. Et la prochaine étape, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir des fonds à mission qui, eux, attendront 5%. Mais ça, on n'y est pas encore. Et effectivement, je ne suis pas sûr qu'une décennie suffise pour passer de 10, 15 à 5. Juste rapidement sur la, on va dire la question. Moi, je pense qu'en tout cas, ça ne se fera pas sans la finance. Ça ne se fera pas sans les banques. Après, on peut penser ce qu'on veut de la finance, on peut penser ce qu'on veut des banques. Limite, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, c'est ça qui finance l'économie. Et donc, c'est ça qui va financer cette transition-là. Que ça n'aille pas assez vite, probablement, vous avez raison. Mais comme l'a dit mon collègue de BPI, ce que je peux vous dire, mais vraiment sincèrement, c'est que les décisions, les plans stratégiques des différents établissements, regardez-les, ce sujet-là en fait forcément partie. Voilà. La question, elle est au cœur, dans les gouvernances. Tous les établissements financiers se dotent ont des départements RSE. Et c'est plus qu'une personne comme auparavant, c'est des vraies équipes aujourd'hui. Donc il y a ce mouvement. Après, on peut toujours dire que ça ne va pas suffisamment vite, je l'entends. Mais voilà, ça avance. Ça avance. Je vais me permettre de faire une observation, mais qui va un peu renvoyer la balle dans l'autre camp. Nous organisons régulièrement des opérations avec le MEDEF, le CJD, pour sensibiliser les dirigeants, au moins qu'ils fassent leur bilan carbone. On leur explique les dispositifs type tremplin qui font que le bilan carbone en question, c'est investissement zéro. Voilà. Il n'y a pas tant que ça de dirigeants qui passent au côté opérationnel, au côté concret. Donc je pense, je veux bien que les financiers aillent pas assez vite et compagnie. Je pense qu'il y a autant d'acteurs dans le monde de l'entreprise qui ne sont pas non plus au bon tempo. Et je pense que le challenge, c'est que tout le monde finisse par percuter qu'il faut accélérer le tempo et arriver à trouver des meilleures combinaisons. Voilà. Je pense que c'est un peu trop... parfois, mon sentiment, c'est souvent de renvoyer critiquer le monde financier. Je pense qu'il y a tout un tas de bonnes raisons de le critiquer. Voilà, les histoires de fonds impact, en fait, qui sont surtout des fonds qui cherchent l'impact monétaire ou financier pour eux, mais il y a aussi du côté entreprise, je crois, des efforts à faire. Voilà, pour envoyer un peu les choses dans les deux sens. Oui. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, je ne suis pas vraiment du monde de l'entreprise. J'ai de multiples casquettes, mais moi, j'ai plutôt l'approche ingénierie territoriale, donc travailler avec les collectivités territoriales, les ONG sur ces questions-là. Pour rejoindre un peu ce que Thierry disait, côté entreprise, il y a des études où ça fait plus de 30 ans où on dit qu'en France, il y a du malaise au travail, notamment parce qu'il n'y a pas de sens. Donc, ça rejoint cette question-là. Moi, la question que j'avais envie de poser aux invités du monde de la finance, c'est pas vraiment une question de vitesse, parce que effectivement, ça s'accélère, mais c'est pas est-ce que vous avez 1 ou 2 trains de retard. Aujourd'hui, dans vos discours, vous n'avez parlé que de carbone, de décarbonisation. Or, ça fait plus de 10 ans qu'on lie ces questions-là aussi à la protection de la biodiversité et tout un tas d'autres paramètres. Donc, du coup, à quand est-ce que vous allez les intégrer dans vos critères d'analyse financière? Est-ce que c'est déjà le cas ou voilà? Merci pour la question qui est effectivement très intéressante. La transition, c'est pas que sur l'environnement, c'est effectivement sur la biodiversité et ça fait partie des multiples critères. Anne parlait tout à l'heure de l'étude BPI France, le Lab, qui mentionnait les 10 niveaux. Je vous invite, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, à aller sur le site BPI France, le Lab, c'est accessible à tous. Vous aurez
de multiples réponses à vos questions, puisqu'en fait, aujourd'hui, pour que la transition soit complète, effectivement, le monde de la finance et surtout les entrepreneurs et les entreprises, les salariés des entreprises, puisque chacun a un impact dans ce qu'il fait, se doivent effectivement de regarder l'impact carbone, puisque c'est un des sujets, la neutralité carbone en 2050, mais également tout ce qui va autour. On parlait tout à l'heure des bâtiments. Aujourd'hui, il n'y a plus une banque qui finance un bâtiment sans regarder s'il est aux dernières normes RT 2012. Aujourd'hui, on se pose même la question, quand on rachète de l'immobilier ancien, de savoir quels travaux vont être faits pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Puisque si on refinance un bâtiment sur 12 ou 15 ans aujourd'hui, alors qu'il a déjà 15 ou 20 ans et que c'est déjà une passoire thermique, qu'est-ce que ça sera dans 15 ans? Et donc, in fine, qui porte le risque? Et donc voilà. Donc tous ces éléments de décision ne sont pas que financiers. Ça fait partie, bien entendu, de l'approche globale. Mais le but n'est pas de devenir non plus punitif. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas punir les entreprises de l'inaction qui a été faite peut-être pendant 30 ans. On ne peut pas les punir aujourd'hui. On peut juste les inciter à rentrer rapidement, très rapidement. Et donc au final, les 2 trains de retard que vous évoquiez tout à l'heure, wagons plutôt, c'est des wagons qu'on a loupés collectivement, je pense. Et pas que le monde de la finance. Je pense. Oui. Après, je vous remercie justement pour ce retour. Vous avez justement évoqué le coût justement de la transition actuelle qui serait de 800 milliards par an, à peu près, si je me souviens bien. Donc là, il y avait justement une projection du GIEC sur le coût des dommages économiques d'ici 2025 par an, justement des catastrophes climatiques et de l'impact que ça. Donc il projette en 2025, donc c'est dans 4 ans, le coût des dommages économiques serait de 1700 milliards par an. Et en 2075, il sera de 30 000 milliards, soit 4 fois plus que le coût du Covid, en seulement une année. Donc je pense que, est-ce que le monde financier pourrait se maintenir et ne pas s'écrouler face à un tel coût? Donc là, je parle de... C'est-à-dire qu'on a un couteau sous la gorge. Là, c'est même pas, c'est une question de survie. Bon, on est bien d'accord. Enfin, je ne sais pas si on va rentrer, parce que là, c'est des gros sujets, des débats qu'il y a dans le monde financier, en particulier à la COP26. On essaiera de faire un retour. Je ne sais pas, j'en profite, Séverin, d'autres personnes, on va organiser prochainement des débats complémentaires par rapport à des débats, à des discussions de la COP. Et on aura certainement l'occasion de revenir sur ces sujets, de les commenter, d'inviter des personnes pour les commenter, des gens qui connaissent. Voilà, il y avait Gilot ici qui avait une... Et moi, rapidement. Oui, pardon. Non, sinon je voulais passer à une jeune dame. Ouais, on va alterner un peu. Une dame et après Régis, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bonjour à tous. Juste un témoignage de la finance, puisque j'ai trouvé qu'on avait tapé pas mal sur les sociétés d'investissement et j'en fais partie, d'M Capital, une société donc d'investissement qui est basée sur Toulouse, sur Paris, sur Lyon, Nice et Montpellier. Juste vous dire qu'effectivement, il y a pas mal de boulot et on est tous là pour le dire. Malgré tout, il y a beaucoup de boulot qui a été fait. Même dans une petite société de gestion comme la nôtre, qui fait une 60aine de salariés, où on a mis en place tout ce qui est de la note ESG, qui prend en compte 50 critères, donc pas que le carbone, qui, au-delà du climat, prend aussi en compte l'humain, et on n'en a pas trop parlé. Alors certes, c'est un peu hors sujet, puisqu'on est là pour parler climat, mais on peut parler aussi des engagements au-delà de l'écologie, qui sont au moins tout aussi important, de la mixité, de handicap, etc. Et la Caisse d'épargne, ici présente, fait énormément de choses sur tous ces aspects-là. Vous dire que la finance, certes, essaye de réconcilier le sens et la rentabilité, parce que s'il y a de la finance, c'est qu'il y a de la rentabilité, et c'est plutôt vertueux, en quelque sorte.
Donc il ne faut pas voir les financiers comme des méchants rechercheurs de rentabilité, parce que ça, il en va de notre développement et de notre pérennité. Donc plutôt de travailler ensemble à réconcilier la rentabilité et le sens, peut-être pas des rentabilités à 10%. C'est pour ça que les sociétés d'investissement développent de nouvelles activités comme de la dette privée, sous forme d'obligataire. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a des alternatives au financement à 10 ou 12%. Elles existent, il faut chercher. Voilà. Merci pour ce témoignage. Ben, ce que je peux dire, bon, c'est que des occasions, comme on essaie de les créer avec Planète RSE, de faire rencontrer des acteurs qui ne sont pas tous d'accord, j'espère que ça permet de sortir des critiques un peu abruptes et de construire. Régis. Alors, rapidement, quand même, à l'occasion de la COP26, on a entendu parler, moi je l'ai lu dans la presse, que des engagements financiers forts étaient faits par les groupes bancaires internationaux, mais surtout sur des projets d'atténuation, voire de compensation des dégâts du climat, et pas vraiment d'investissement pas dans la réparation, justement, dans la construction de projets et de nouveaux modèles. Voilà. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ça sera peut-être la dernière question. On fait l'avant-dernière parce qu'il y a un monsieur qui levait la... Ouais, pour le coup, ça me semble pas être le cas. Effectivement, quand on évoque, en tout cas nous de notre côté, quand on évoque les réductions d'empreinte carbone, etc., c'est hors effet compensatoire, en tout cas en ce qui nous concerne. Maintenant, j'ai pas le sentiment que les principales annonces soient sur des caractères de compensation. Quand on dit qu'on va arrêter le financement des énergies fossiles, voilà, ça c'est quand même des décisions qui sont assez fortes, qu'on va flécher de l'épargne davantage sur de l'investissement socialement responsable. Voilà, ça me semble aussi être quelque chose qui va dans ce sens-là. Quand on développe des nouvelles offres sur certains produits, type le prêt impact, on l'a évoqué, le financement des flottes de véhicules verts, c'est nouveau. Quand on finance des énergies renouvelables, des parcs éoliens, des usines photovoltaïques, voire de la méthanisation, de la géothermie, voilà, ça c'est de l'investissement. Pour un financier, c'est de l'investissement d'ingénierie pour savoir comment on finance tout ça. Donc, alors, vous l'avez lu, mais moi j'ai pas ce sentiment-là, en tout cas au niveau national, au niveau de ce que je peux connaître du monde de la banque. Voilà, moi tout simplement, je pense qu'au contraire, il y a un investissement qui est fait dans la recherche de nouvelles solutions, dans la recherche de nouvelles offres, dans la recherche de nouveaux partenariats. Nous aussi, on n'a pas la science infuse, donc on essaye d'agréger aussi l'ensemble des gens qui, eux, ont des solutions et qui, eux, connaissent très bien ces sujets-là. Voilà. Moi, si un jour, on arrive à faire une plateforme avec, pour une entreprise, l'ensemble des solutions que nous, banques, on peut proposer, eh ben, ce sera très bien. Donc, j'ai pas ce sentiment-là, en tout cas, que ce soit que sur de la compensation. Je pense qu'il y a des décisions drastiques, il y a des choses, il y a des nouvelles orientations qui sont prises. Donc, c'est pas que, je caricature, mais aller replanter des arbres quand on a financé une boîte à énergie fossile. Je pense que ça va au-delà de ça, justement. Merci pour ce retour. Ouais, monsieur. Oui. Merci. Alors, comme je suis arrivé à la fin, il y a beaucoup de questions très importantes qui ont déjà été posées, que je voulais poser. Mais du coup, je vais revenir un peu sur les pieds sur terre. Je suis un jeune dirigeant d'entreprise qui a été créé cette année. J'étais dans le panel juste avant, si vous n'avez pas vu. En tant que dirigeant d'une société qui a développé sa raison d'être, qui a souhaité devenir une entreprise à mission, et on nous a dit oh, peut-être pas tout de suite, attends un peu. J'étais très intéressé d'entendre qu'il y avait des critères d'évaluation sur les entreprises pour évaluer leur impact. Ce que j'aimerais savoir, d'une part, c'est est-ce que ces critères sont transparents? J'ai entendu la Banque de France dire qu'il y avait différentes banques centrales qui travaillaient là-dessus. Donc en tant que dirigeant d'entreprise, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que je peux trouver ces critères, s'ils sont normés. Est-ce que ces différentes institutions de financement partagent ensemble des différents critères qui permettent à un dirigeant ou des dirigeants d'entreprise de piloter leur stratégie face à ces critères?
Ça, c'est ma première question. La première question qui se télescope avec une autre qui est arrivée un peu plus tard, est-ce que ces critères sont exclusivement sur l'impact climatique ou social, ou est-ce que plus largement on parle des objectifs de développement durable définis par l'ONU, ce que nous on essaie de faire en tant que société au quotidien, de regarder notre impact là-dessus. Et troisièmement, étant donné qu'on est une entreprise qui travaille sur fonds propres aujourd'hui et qui allons travailler à chercher des financements un peu plus tard, quelle est l'approche que l'on doit prendre quand on a défini une raison d'être, que l'on pense être à impact mais qu'on n'a pas un statut à impact? Comment on approche des instituts qui permettent de nous financer? Alors, sur les critères extra-financiers, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normes. Enfin, c'est pas encore fait. Donc, chacun cherche, effectivement. Et moi, je pense que, par exemple, les fonds à mission devraient définir des critères extra-financiers extrêmement précis et qui ne sont pas... alors, quand on parle d'environnement ou de gouvernance, d'avoir 50% de femmes à son conseil d'administration, d'accord ? C'est pas ça qui est... à mon avis, change vraiment la donne. C'est quels critères on met en place pour mesurer. Et des critères qui ont un véritable pouvoir de transformation. Hein, c'est ça. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas de normes. Donc, par exemple, moi, chez Oxide, j'ai tout un tas de critères ESG qui sont appliqués ou applicables, suivant si c'est de la biotechnologie, suivant si c'est du numérique, suivant si c'est très sectorisé, parce qu'on ne peut pas demander la même chose à tout le monde. Mais, encore une fois, ça fait 3 fois que je le dis, hein, c'est que ces critères-là, quand je demande aux dirigeants d'y répondre, la plupart du temps, ils ont des yeux comme ça. Okay. Bon, effectivement, sur le fait d'avoir des salariés, une parité de collaborateurs hommes-femmes, ça, c'est rentré dans les mœurs, voilà, mais c'est pas ça qui fait la différence. Après, pour aller voir des fonds, des investisseurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un projet économiquement viable. Et effectivement, avec, au-delà de ça, des critères de mission, d'objectifs, et de montrer quels sont vos objectifs de façon très concrète, et quelle est la mission d'entreprise. Encore une fois, que ce soit son mesure de réduire son impact, ou de vouloir transformer de façon forte la société et sa gouvernance. Il y a la notion de mesure du coup, qui est importante. Dans la rentabilité, on sait le faire aujourd'hui parce que c'est assez normé, mais sur le reste, justement, c'est difficile de venir, on n'a pas la donne. Ouais. Ah non, c'est clair que c'est pas simple. Et pour répondre aussi à la question et confirmer, effectivement, je pense que chaque établissement, chaque institution a son approche. Ça se ressemble hein, quand même, heureusement, mais chacun a développé sa propre trame. Vous évoquez la transparence. Pour moi, ça l'est de fait, parce que vu qu'on n'a pas les infos, on va se tourner vers vous pour les avoir et pour quelque part remplir cette trame. Donc c'est un dialogue qui doit s'instituer. Et puis, quant à votre statut, etc., je pense qu'il ne faut pas avoir peur et s'inquiéter. Voilà, il est toujours intéressant d'avoir un modèle qui permet de la rentabilité, parce que la rentabilité, c'est quelque part du développement futur et potentiellement durable, et ça ne peut être qu'un plus. Donc là encore, je reviens à la première question. Peut-être qu'au début, certains moins éveillés que d'autres vont vous regarder bizarrement, mais progressivement, ce sera de moins en moins le cas. Voilà. Donc je pense que il n'y a pas vraiment de sujet quand vous allez voir un banquier autour de votre statut. Au contraire, ça peut être qu'un plus par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et ça ne change pas fondamentalement l'approche qui reste quand même aussi axée sur allez, la qualité de la on va prendre, merci. On va prendre une dernière question. Je te rassure, Gilot, au cœur de ce que va faire Planète RSE prochainement, on va à fond bosser sur la mesure, évaluation, valorisation des démarches de type RSE ou ESG, donc on y reviendra. Très rapide question, et pour élargir un peu le débat, la comptabilité a été normalisée au début du XXe siècle et ça a permis d'établir les taxations modernes. Est-ce qu'il ne serait pas temps, et quelle est votre vision sur l'établissement d'une comptabilité carbone? On a vu le bilan carbone qui n'est pas une comptabilité, c'est une photo à un instant donné, mais comptabilité carbone, qu'en penserez-vous? Bon, je fais appel à mes souvenirs de compta. Non. Oui. Alors, il y a déjà des choses qui sont dans les... on est déjà un peu à la limite du comptable, hein, dans les rapports annuels, dans les rapports extra-financiers. On a des choses là.
on l'a vu, c'est aussi des choses qui sont revues maintenant de plus en plus sérieusement par les commissaires aux comptes, en tout cas ceux qui font bien leur job. Donc on n'est pas loin, on y tend. Maintenant, au rythme où vont les choses, il est assez probable qu'effectivement, mais ça, je renvoie un peu la question, je crois qu'il y a une autorité qui gère, il y a un peu le comité de Bâle de la comptabilité, c'est le HC, quelque chose comme ça, je crois, qui doit certainement se saisir du sujet, à mon avis, effectivement. Il est peut-être temps de revoir les référentiels comptables pour y intégrer tout ça. Aujourd'hui, on est dans l'extra-financier, dans le hors-bilan, dans le littéraire des rapports d'entreprise. Maintenant, comptablement, de me souvenir les contenter, effectivement, il n'y a pas encore de dimension. Excusez-moi, je vais accélérer. Pour les questions et les réponses, il faut vraiment aller plus vite, on est à la bourre. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Séraphin Fischer, j'ai été le responsable environnement d'un grand groupe bancaire français entre 2010 et 2018. Je suis consultant indépendant. Ma question est, rapidement, promis, est-ce que le débat qui consistait à penser qu'on pouvait réduire les exigences de fonds propres issus des contraintes de Bâle pour le bilan, pour la partie verte des bilans bancaires, et à contrario peut-être les renforcer pour la partie qui n'est pas verte. Est-ce que ce débat existe encore? Et si oui, vers quoi se dirige-t-il? Ma question était plutôt pour M. Latouche, mais qui est parti. Il est parti, voilà, il a refusé le... Voilà, la question est courte, mais vous voilà, la réponse risque d'être longue, donc... voilà. Non, la réponse ne sera pas longue, parce que là, c'est clairement une question de spécialiste. Ouais. Et je pense que les comités bâlois ont toujours travaillé à rebours de ce qui se passait. Ils ont travaillé sur des normes après les subprimes, sur des normes après la crise en Grèce. Il n'est pas à exclure que les futurs comités bâlois intègrent ces dimensions, et je pense qu'ils sont dans l'obligation de le faire, pour tenir compte, effectivement, je parlais notamment tout à l'heure de l'allongement des durées de financement, qui induit un risque sur les ratios Core Tier 1, effectivement, et pas que Core Tier 1, sur les fonds propres des banques, puisque ça veut dire qu'on alloue de la ressource sur du plus long terme qui ne sera pas redistribuée en rotation de liquidité sur d'autres projets. Et donc on alourdit les bilans, par définition. Donc effectivement, je pense que c'est un sujet qui est sur la table. Alors c'est dommage, Stéphane aurait répondu. Bon, c'est peut-être aussi un sujet un peu technique. Voilà, déjà c'est intéressant. Voilà, peut-être un peu technique pour le commun des mortels. Donc merci à tous pour cette contribution. On les applaudit. Merci Thierry. Voilà.